Nous continuons cette présentation avec le matériel vidéo qui nous sert à faire nos prises de vue au quotidien. On a eu pas mal de questions sur qu'est-ce que vous utilisez comme matériel, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel pour le montage, pour le son. Donc dans un premier temps, je vais vous dévoiler ce que nous utilisons comme type de matériel. Une caméra donc Bridge Lumix avec un objectif 25-600, ouverture 2.8 constant. C'est un appareil qui est tropicalisé, donc l'on peut utiliser dans des conditions un petit peu plus sévères que la normale. Quand il y a un petit peu de pluie, quand il y a un petit peu d'humidité, un petit peu de poussière, c'est un appareil qu'on peut utiliser facilement en extérieur. Il nous sert beaucoup pour faire les prises de vue animalières, puisqu'on a un bon objectif de 600 mm avec 2.8 ouvertures. Il filme en 4K. C'est un appareil qui est relativement polyvalent et que l'on utilise surtout en extérieur, étant donné qu'on a une ouverture à 2.8 qui est quand même intéressante, surtout avec un zoom de 600, mais en intérieur ça peut être un petit peu limite. Voilà, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller voir les caractéristiques techniques de cet appareil. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Ensuite, on a une deuxième caméra Lumix qui est le G7 qui est actuellement sur le pied là, devant moi, qui est un appareil donc hybride. Il a un objectif, à l'origine quand je l'ai acheté, il avait un objectif compris dans le package, qui est un 14-42 avec une ouverture 3.5 5,6 en 42. C'est un objectif qui est assez sympa, c'est un objectif électronique, donc mis au point en autofocus, mais qui reste tout de même assez limité parce qu'on a une ouverture à 3.5. En intérieur, c'est pas terrible, donc on s'en sert pour ces prises de vue comme ça installées. On a acheté pour monter donc sur ce G7 un objectif Laowa qui est 7,5 avec une ouverture à 2 constante, donc ça c'est très intéressant. Une ouverture, je veux dire mini à 2 qui va jusqu'à 22. C'est un objectif qui est très intéressant, qui est pratique pour faire du vlog, donc pour se filmer dans la rue, pour faire du film en dynamique. Alors, il est très lumineux et il nous permet aussi de faire des prises de vue en pause longue, de nuit, ce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de tester, qu'on testera, je l'espère, assez rapidement. C'est un très bon objectif, donc là c'est pareil, je vous mettrai le descriptif dans les références dans le descriptif. On a ensuite deux autres caméras, une caméra Olympus TG7 qui nous permet de faire des prises de vue sous l'eau. C'est relativement limité puisque le TG7 est limité à 15 mètres, mais il est intéressant parce qu'il fait aussi la possibilité de faire de la vidéo en 4K. Et il a une très bonne critique pour les prises de vue en macro, donc en prise de vue sous-marine. Et puis c'est surtout un appareil caméra baroudeur. Il est prévu pour chuter normalement à 2,10 m de haut. Je ne vais pas le tester. Donc il est étanche, je viens de vous le dire, jusqu'à 15 mètres. Il fait de la prise de vue en 4K. C'est un petit appareil que l'on peut avoir dans une poche et que l'on peut sortir à tout moment. Donc quand il pleut ou quand on a des conditions météo ou des conditions de transport ou d'environnement qui sont un petit peu critiques, celui-là on peut le sortir, il ne craint pas. Voilà. On a enfin une petite webcam, une AEE S71 qui commence à dater celle-là, mais elle fait toujours de très belles prises de vue. On l'avait acheté quand on était parti, avant de partir en Mongolie, donc en Asie centrale. Celle-là aussi fait des prises de vue 4K. C'est très pratique parce qu'elle tient dans la main. C'est ce qui m'a permis de faire des prises de vue discrètes dans les magasins, par exemple, parce qu'on ne peut pas arriver dans le magasin avec ça, avec ce type d'appareil. Voilà, pour faire des petites prises de vue discrètes dans des conditions un petit peu spécifiques. Voilà, donc celle-ci, elle nous permet aussi de faire des prises de vue sous-marines avec son caisson. Il y a le caisson que je n'ai pas installé ici. Elle a un caisson qui permet de descendre à 60 mètres. Donc on espère qu'on l'utilisera au Mozambique si
puis, comme c'est prévu, on ira sûrement au Mozambique faire quelques plongées sous-marines. Très bonne petite caméra, très sympa. Par contre, la prise de son n'est pas extraordinaire comme sur celle-ci. Vous allez voir après pour les prises de son qu'on a du matériel qui est spécifique. On a ensuite un drone DJI Mavic Air qui nous permet de réaliser toutes nos prises de vue aériennes. Il y a sûrement mieux. Après, on peut trouver du matériel professionnel, mais cet appareil, il a le gros avantage, vous voyez, qu'il tient dans une main. Une fois replié, on le met facilement dans un sac. Sa télécommande est aussi très très compacte. Pour ce qu'on fait, nous, dans le cadre de nos vidéos vlog, et ce qu'on vous présente, on trouve qu'on a un rendu qui est quand même relativement sympa. On peut filmer aussi en 4K avec cet appareil, ce qu'on ne fait pas en règle générale. On filme en 1080p. C'est un très bon petit appareil, une autonomie un petit peu limitée. On est à 15-16 minutes d'autonomie. Il est vendu pour 20 ou 22 minutes d'autonomie. Moi, j'ai jamais réussi à le faire voler 22 minutes. Et quand on est à 15-17 minutes, c'est déjà bien. Mais on a plusieurs batteries. J'ai 3 batteries au total, ce qui permet de jongler avec les 3 batteries et de faire des prises de vue sur 30 ou 40 minutes de temps, ce qui est largement suffisant parce qu'après il faut quand même les retravailler. Voilà pour ce qui est des prises de vue globalement, donc 2 caméras, le FZ300, le G7 qui filme actuellement, le TG5 Olympus, la petite webcam AE S71, un objectif complémentaire avec une grande ouverture, une grande ouverture, 7.5 avec une ouverture à f2 qui est très intéressant, le DJI et sa télécommande. Maintenant pour les prises son, nous avons 3 microphones. On a un microphone compact portatif qui est le microphone Wireless Go de chez Rode. C'est un tout petit microphone qui se porte, comme vous avez pu le voir sur les différents vlogs, en cravate comme ça, avec ici son récepteur qui vient se raccorder sur la prise micro de votre caméra, ici, et le récepteur qui vient se clipper très facilement sur le porte-accessoire ici ou le porte-flash. C'est un petit microphone qui est vraiment très intéressant parce que ça permet de faire des prises de vue un petit peu éloignées. On peut s'éloigner on a fait des tests à une vingtaine de mètres et il y a toujours une réception qui est tout à fait correcte, donc ça permet de faire des prises de vue éloignées avec un zoom quand c'est nécessaire. C'est très très bien, il est vraiment très opérationnel, il est très léger et il y a un bon rendu. On trouve qu'il y a vraiment un très bon rendu. On a ensuite, toujours dans la gamme micro-cravate, on a micro-cravate Smart Love Plus, toujours de la marque Rode, qui permet, comme son nom l'indique, de se porter en cravate. Et celui-là, par contre, n'est pas autonome. Il faut le raccorder donc à une caméra pour le faire fonctionner. Alors, ce microphone cravate, on l'utilise surtout pour faire nos bandes de son au moment des montages. Quand on fait des voix off, on utilise ce microphone qu'on raccorde sur l'entrée du PC, du micro, on va le voir après, et ça nous permet de faire toutes nos voix off. En règle générale, on ne fait pas de prise de son d'ambiance quand on fait des interviews ou ces choses-là. On va utiliser ici le wireless Rode compact. Et enfin, on a un troisième micro. Donc voilà le micro vidéo Rode qui est installé sur la caméra Lumix G7 dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un micro directionnel, contrairement à celui-ci, donc qui va permettre de faire des prises de vue comme je le fais actuellement. Ça permet de ne pas prendre, je dirais, l'ambiance qui peut être gênante dans ce type
de prise de vue, puisque on a une prise de vue directionnelle avec un angle à 25 ou 30 degrés, je ne me souviens plus. Voilà, je vous mettrai pareil le lien dans le descriptif de ce microphone. Nous avons pour réaliser nos prises de vue en dynamique 2 stabilisateurs. Un premier stabilisateur Zhiyun Crane Plus, voilà, ce qui permet de prendre en charge les 2 caméras Lumix. Donc ici sur ce plateau, ça permet de prendre la caméra Lumix G7 et aussi celui-ci qui est un petit peu plus lourd, le F7-300, le hybride, qui est quand même nettement plus lourd que le G7. Il le prend en charge aussi. La petite difficulté, c'est que quand on passe d'une caméra à l'autre, il faut refaire tous les réglages ici sur les 3 axes. Donc en règle générale, on utilise cette gimbal, ce stabilisateur 3 axes pour le G7, la caméra G7. C'est un très bon, stabilisateur 3 axes qui fait de très bonnes stabilisations. Il est équipé d'un trépied qui permet donc de le poser et de réaliser les réglages ici sur les 3 axes. Il a une très bonne autonomie puisque on a dû le recharger une seule fois depuis qu'on l'utilise. On a plusieurs modes d'utilisation de ce stabilisateur. Je vous mets le lien dans le descriptif et vous irez voir donc les caractéristiques techniques de ce stabilisateur. Nous avons un deuxième stabilisateur qui est beaucoup plus petit parce que le premier il fait quand même 1,5 kg ou 1,8 kg, je ne sais plus, c'est l'ordre de grandeur. Plus la caméra dessus, ça donne quelque chose qui tourne autour de 2 kg, 2,3 kg. Alors c'est vrai que c'est pas lourd, 2 kg, 2,3 kg, mais quand on le tient à bout de bras 1 heure, ça commence à être pénible. Donc c'est quand même des trépieds, des stabilisateurs qu'on utilise dans des contextes qui le nécessitent vraiment pour faire de belles prises de vue très lissées. Ce qu'on utilise aussi au quotidien, donc c'est ce deuxième stabilisateur qui est un Wimble 2 qui permet de prendre en charge des smartphones. Donc nous on l'utilise pour faire des prises de vue avec ici sur le réceptacle nos iPhones. C'est un très bon stabilisateur qui est très sympa. Alors lui il est hyper léger. Il y a aussi un petit trépied à la base pour pouvoir le poser et faire les réglages. En général on ne l'utilise pas. Et l'avantage de celui-ci, d'une part c'est qu'il est très léger, très facile à transporter, il est très maniable. Quand on a enlevé ce petit trépied, on ne l'utilise pas, on peut le mettre dans une poche et se balader avec, et l'iPhone dans l'autre, ça permet de l'utiliser comme ça spontanément. Un des avantages aussi de celui-ci que n'a pas l'autre, tout au moins on ne peut pas l'exploiter avec nos caméras, il faudrait avoir un autre type de caméra. Il est dédié en fait au Lumix G4 et G5 celui-ci. Il n'est pas dédié au Lumix G7 et FZ300, donc il y a des fonctions que je ne peux pas exploiter avec le gros stabilisateur. Par contre sur ce petit stabilisateur je peux exploiter le zoom en automatique avec une commande qui est sur le côté. Ça c'est quand même très pratique. Et il a d'autres fonctions ici pour faire varier les angles de la gimbal, comme l'autre d'ailleurs. Donc très intéressant ce petit stabilisateur Wimble 2. C'est pareil, je vous mets la référence dans le descriptif, comme ça vous pourrez aller voir sur internet ce qu'il propose et quel est l'intérêt vraiment de ce stabilisateur. Pour finir, je vais vous parler des trépieds. Nous avons 2 trépieds, un trépied Gorillapod de la marque Joby. Voilà, c'est intéressant, il est très léger, ça permet aussi de l'avoir, je dirais, dans une poche et de ne pas amener, prendre le gros trépied sur lequel est posée actuellement la caméra Lumix G7, qui est un trépied classique. Je vous mettrai aussi les références dans le descriptif. Celui-ci est très intéressant parce qu'il permet de prendre en charge tous les types de caméras. Voilà. Et typiquement de pouvoir travailler rapidement avec ce trépied, de pouvoir aussi le poser et de poser la caméra
assez facilement pour pouvoir faire une prise de vue ou une photo de groupe avec le retardateur. Donc petit trépied qui prend en charge des appareils qui pèsent moins d'1 kilo par contre. C'est des trépieds qui ont une faible capacité de prise en charge. Voilà pour le trépied. Pour le deuxième trépied, donc c'est un trépied classique, c'est un Tristar TD 2231 qui nous permet de faire des prises de vue en pose longue, qui permet aussi de faire des prises de vue sur animalières posées avec l'objectif à 600 mm. Ça c'est quand même intéressant parce que quand on a un objectif à 600 mm, le moindre bouger, ça donne une photo floue, une prise de vue floue. Donc ça permet effectivement de prendre en charge aussi ce type d'appareil en prise de vue ou photo animalière. Voilà les amis pour l'ensemble du matériel que l'on exploite pour nos prises de vue, que ce soit en terrestre avec les caméras, en sous-marin, en aérien. Les différents matériels pour les prises son, donc micro-cravate, micro-compact et le micro vidéo qui est installé sur la G7. Et enfin les trépieds dont on vient de parler, le GorillaPod, le grand trépied et les deux stabilisateurs 3 axes, ici le Zhiyun et le Wimbledon. Voilà les amis pour tout ce qui est des prises de vue, prise de son, stabilisation. Je vais te présenter maintenant l'application iMovie sur laquelle nous faisons tous nos montages vidéo. Alors c'est une présentation simpliste, hein. Ça n'a pas la prétention d'être un tuto, il y a plein de tutos sur internet pour faire ça, donc c'est juste pour vous montrer l'application dans quelques petits menus détails. Donc c'est parti. Voilà, iMovie. Donc c'est assez classique comme présentation, hein. On retrouve la timeline ici en bas de l'écran, ici un écran de visualisation du montage, ici on a donc notre bibliothèque iMovie. Là on a tout l'espace où on a nos données, les données audio, les titres au choix, les arrière-plans, les transitions, c'est assez classique. Et ici on a un certain nombre d'outils que l'on peut utiliser pour les travailler sur les différentes vignettes. Donc on a ici un outil qui permet de travailler un petit peu sur la balance des blancs, la balance des couleurs, etc. C'est pas mal fait, hein. Ici idem, là un outil qui permet de faire du recadrage, un effet Ken Burns. Celui-là qui est très intéressant, c'est un outil de stabilisation de la vidéo quand on a une vidéo qui est un petit peu mouvementée, on va dire, qui est un petit peu tremblante, comme ils disent sur l'application. Ici, on a un outil... Mes excuses, je rencontre quelques problèmes de connexion. Un outil, c'est Siri qui nous fait suer. On a un outil qui permet de travailler un petit peu l'audio, de façon basique, hein, mais c'est pas mal. Ici aussi, je m'en sers très peu, celui-là, réduire le bruit de fond, etc. Je m'en sers pas parce que franchement, je sais pas très bien m'en servir. Celui-ci, outil qui travaille donc sur les différentes vitesses, les ralentis, etc. que l'on peut faire, les accélérer, les images figées. Celui-ci, qui est l'outil filtre pour appliquer des filtres aux différentes diapos. Donc typiquement, si je reviens là, si j'intègre ici à la timeline cette vignette, la voilà ici en haut. Je vais décider par exemple de la couper ici parce qu'elle est un petit peu grande. Voilà, je sors cette partie là. Et là, hop,
sur cette vignette que je suis venu mettre en surplan sur la première vignette. Je vais intégrer image à image, typiquement. Voilà ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, donc j'intègre ici cette image qui est un enregistrement écran. Voilà, et ça donne ceci. Donc l'image principale et l'image qui est intégrée ici. Tréquier qui prend en charge des appareils qui pèsent moins d'1 kg. Voilà, on voit l'image ici qui est intégrée à l'image principale. Donc ça c'est intéressant effectivement pour faire des tutos, pour faire ce que je suis en train de vous montrer. Voilà pour l'application iMovie. Donc ça n'a pas la prétention d'être une application, d'être un tuto. C'est tout simplement pour vous montrer l'application que l'on utilise. Il n'y a aucune option dessus, elle est installée par défaut avec tous ces outils. Et nous on trouve que c'est nettement suffisant pour faire les montages qu'on vous propose sur notre chaîne YouTube. Voilà pour l'application iMovie. Alors maintenant je vais te montrer pareil succinctement l'application qui nous permet de faire les prises de son, les voix off à l'aide du petit micro que je t'ai montré tout à l'heure, le petit micro cravate. C'est une application donc Apple, application GarageBand. Ok, nouveau, choisir, voilà, enregistrer à l'aide d'un micro ou d'une entrée ligne, créer. Voilà, on retrouve cette configuration. On a ici une table de mixage qui permet de faire différents effets pour retravailler effectivement la voix, dans les graves, dans les écus, donner de l'écho, pas d'écho, donner un petit peu de l'ambiance aussi. Ici donc on a une piste son, la piste que l'on voit évoluer, la piste d'enregistrement. Et puis après il y a différentes fonctions que l'on peut activer, que je ne connais pas parfaitement, que j'utilise pas forcément, parce que moi nous on reste quand même relativement basique pour nos enregistrements en voix off. Ça permet de faire des enregistrements en voix off qui sont considérés relativement corrects. Donc on cherche pas à rentrer nous dans les détails et retravailler. Donc ça reste un outil amateur, mais on considère que c'est nettement suffisant pour ce que l'on réalise. Voilà, donc c'est deux applications qui sont sur Apple. La première iMovie que l'on vient de voir, et celle-ci GarageBand qui permet de faire les prises de son et les voix off. Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer en termes d'application sur le micro quand on fait nos montages vidéo. Alors maintenant je vais te montrer rapidement les deux applications de navigation que l'on exploite sur nos iPhones. La première qui est Maps.me, c'est une application donc vectorielle qui permet de faire de la navigation en voiture, à pied, en vélo, comme on veut, puisqu'on va venir choisir les différents modes de transport. Ça permet de faire de la navigation donc sur route, mais aussi sur piste et sur sentier. Alors comment on l'exploite? C'est relativement simple. Là on voit ici la flèche, la petite flèche bleue, c'est notre position actuelle. Typiquement ici on est à Port Saint John, en Afrique du Sud. Si on veut se rendre un petit peu plus haut, puisqu'on va aller à Durban dans les jours qui suivent, Durban est ici. Je vais choisir au hasard le Airport International Durban. Je vais cliquer sur, une fois que j'ai sélectionné donc le lieu destination, je vais cliquer sur itinéraire vert. Là il calcule. On voit qu'en haut il a choisi le véhicule, hein, parce que par défaut c'était le dernier choix de déplacement que l'on avait pris. Voilà, il a calculé donc 4h12, 321 km, donc on clique sur démarrer. Voilà. Et là on a typiquement une interface de
GPS classique, comme on a sur une voiture. On voit qu'en haut, il y a une toute petite fenêtre qui dit qu'à 13 km, il va faire tourner à gauche. En bas, donc dans la bande du bas, on a la vitesse instantanée, le temps restant, le nombre de kilomètres restants. Alors on va arrêter. Autre chose, si je connais pas, je connais mon point de chute, mais que c'est pas une ville, c'est par exemple voilà, un petit endroit là sur la piste ici, à l'intersection là, je vais cliquer ici, je vais mettre un point sur cette intersection. Il met place inconnue bien sûr. Je vais faire toujours pareil, itinéraire vert. Il va calculer, il va me dire que c'est à 13 km et j'en ai pour 12 minutes. Donc c'est très très confortable ça, parce que ça marche en général assez bien, cette application. Alors, autre chose, autre fonction de cette application, on a ici la petite loupe qui permet, qui donne différentes catégories de points d'intérêt. Celle-là, on s'en sert aussi assez souvent, typiquement pour l'essence. Donc si je clique sur l'essence, je vois qu'à 380 mètres, il y a une station Shell. À 3 km 2, il y a une station Caltex. Donc si je choisis Caltex, parce que je n'ai pas, j'aime bien Caltex, voilà, il va me dire, ben voilà, Caltex se trouve ici à Port-Saint-John. Toujours pareil, j'y fais itinéraire vert, et puis il va me conduire directement vers la station. Voilà. Donc je vous laisserai le soin de découvrir les autres fonctions. Voilà, donc typiquement, c'est à peu près les seules choses que l'on utilise. Alors la deuxième application, c'est un copier-coller de Maps.me. C'est l'application Osmond. On va retrouver les mêmes choses. L'interface est un petit peu différente, mais on va retrouver les mêmes outils. Donc c'est une application vectorielle aussi qui permet de faire de la navigation. On va pouvoir sélectionner un point, une place inconnue comme Maps.me. C'est ce que je vais faire ici. Si je lui dis, ben tiens, j'ai envie d'aller là, voilà, je suis un petit peu à côté de la route, je ne sais pas s'il va trouver, je lui fais itinéraire, l'adresse n'est pas encore connue, c'est pas grave, je lui dis démarrer, et là, il me dit que c'est à 43 km 500, vous voyez tout en haut, s'affiche aussi la vitesse en instantané. Autre intérêt de cette application, autre avantage de cette application, c'est la recherche par catégorie, l'historique par catégorie, comme sur Maps.me. Vous voyez qu'on trouve par exemple argent, les points de banque, donc un résultat trouvé à 5 km. Alors là, je pense que il y a un petit problème parce qu'il y a des banques ici. C'est peut-être parce que je me suis pas connecté, effectivement, je travaille hors ligne. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis désolé, ça fonctionne pas comme j'aurais souhaité parce que je travaille hors ligne. C'est le même type d'application que Maps.me. Je vous mettrai la référence des deux, de toute façon, des applications dans le descriptif. La troisième application, qui n'est pas réellement une application de navigation, c'est une application qui permet de trouver des commodités, typiquement quand on recherche un campsite ou quand on recherche un bivouac sauvage parce qu'on n'en trouve pas. Cette communauté iOverlander permet, à partir d'une map, d'une carte, de trouver des commodités qui ont été référencées par les voyageurs. Donc typiquement ici à Saint John, vous voyez qu'il y a 3 petits icônes, donc 3 campsites, donc celui-ci, The Pont, dans lequel on se trouve actuellement. Quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a The Pont qui remonte, il y a un petit i à côté, c'est information, je clique sur information, et là je vais avoir un descriptif de l'ensemble des commodités que je vais trouver dans ce campsite. Donc là on voit qu'on a de l'électricité, on a de l'eau chaude, on a de l'eau potable, on a des WC, etc., etc. Et on va aussi trouver les commentaires des différents visiteurs qui ont bien voulu laisser bien sûr un commentaire, donc une appréciation avec potentiellement aussi un prix à l'époque. Et si on continue, on va retrouver ici des outils, donc Google Maps et Maps.me, qui vont permettre en cliquant sur ces applications de pouvoir faire une navigation vers le campsite ou l'endroit que l'on a sélectionné. Alors là, je vais reprendre un autre exemple que The Pont, puisqu'on y est actuellement.
je vais cliquer sur l'autre campsite qui est de l'autre côté de la rivière. Voilà. Altitude, il est à 400 mètres celui-là. Il n'est pas très loin. Je vais cliquer ici sur Maps.me. Je vais dire itinéraire vert. Voilà. Et voilà, ben, c'était 400 mètres à vol d'oiseau. Par la route, il y a 790 mètres et 2 minutes. Donc là, je m'arrête là parce que là, on est sur l'interface Maps.me. On vient de voir comment fonctionnait, de façon succincte, mais comment fonctionnait Maps.me. Donc, je ne vais pas plus loin. Ben, je reviens sur iOverlander. Voilà, donc cette application, elle est sympa. Alors, nous, on a sélectionné des feeds qui nous intéressaient, bien sûr. Les campings sauvages, les hôtels aussi, l'eau. Les pièces, la mécanique et les pièces détachées, les points d'attraction touristique, ça peut toujours être intéressant. Voilà, mais il y a pas mal de choses là aussi sur cette. Mais c'est pas réellement dédié à la navigation, c'est couplé à l'interface Maps.me ou Google Maps qui va permettre effectivement de pouvoir se rendre via donc l'aide de cet outil sur le point d'intérêt que l'on a sélectionné. Voilà les amis, je ne sais pas si j'ai été clair, je vais vous laisser les noms dans le descriptif de ces différentes applications. La troisième application, la quatrième application, je ne sais pas si j'en ai parlé tout au début, je ne sais plus, c'est une autre application de navigation qui s'appelle Aussie Explorer, qui fonctionne sous Android, donc celle-ci, j'ai pas pu faire de vidéo dessus. Elle est installée sur la tablette, j'essaierai de faire quelques photos pour vous montrer. Par contre, c'est plus une application vectorielle, c'est une application avec des cartes topographiques que j'ai achetées typiquement. Donc c'est quand même intéressant parce que là, ben, comme toute carte topographique, on a toutes les courbes de niveau, on a tous les ruisseaux, il y a vraiment beaucoup de détails. C'est relativement précis, je dirais, ça dépend comment ça a été référencé dans le système Android, mais c'est très confortable, c'est vraiment complémentaire. Ces trois applications se complètent les unes les autres. Voilà, j'ai terminé. Merci à vous.